OK, bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à cette chronique politiquement vôtre avec l'ancien parlementaire Yvon Picotte. Bonjour, monsieur l'ancien ministre, comment allez-vous? Bonjour, madame, ça va bien, vous? Bien, bien, merci. Bonne année, bonne santé. On débute l'année là, 2022, imaginez-vous. Et on débute nos chroniques politiques, justement, à compter de ce mois-ci. Alors, très heureux d'être capable de partager mes opinions d'ex-parlementaire et de dire exactement ce que je pense des situations. Et ça permettra aux gens de se faire des idées ou de se faire une idée sur ce qui aurait dû être fait ou pas fait ou sur l'expression de mes opinions. Voilà. Merci infiniment. On enregistre effectivement, nous sommes le 3 janvier, mais la chronique va sortir pour le mois de février, donc le 23 janvier. Alors, bonne Saint-Valentin d'avance. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent aussi. Monsieur Picotte, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'intention d'analyser avec vous le travail de M. Legault pour la pandémie. Oh, ça, on parle de 2 ans de pandémie. Ouais, on parle de 2 ans de pandémie et il s'est dit bien des choses de part et d'autre. Alors, moi, comme ex-parlementaire, ayant eu l'occasion de travailler dans certains cas particuliers, je vous donne un exemple. Moi, j'étais sur le comité de crise de la crise autochtone là, avec les Warriors dans le temps. Alors, inutile de vous dire qu'on s'est réunis à plusieurs reprises et ça a duré quelques mois. D'ailleurs, c'est à l'époque où M. Bourassa on lui avait découvert une maladie presque incurable qui devait presser pour avoir des soins. Et malheureusement, je me rappelle très bien ce que M. Bourassa nous avait dit à ce moment-là. Il dit, écoutez, le peuple ne comprendrait pas que son premier ministre soit pas présent pour régler ce problème-là. Alors, j'irai me faire soigner après. On sait ce qui est arrivé par la suite. Hein? M. Bourassa en est décédé. Et on lui a dit, ben, t'es venu trop tard. Alors, peut-être qu'on aurait pu le sauver. Alors, j'ai participé à des comités de crise comme ex-parlementaire dans le temps. J'étais ministre des Affaires municipales. Et on se réunissait tous les jours, des fois 2 fois par jour, à l'édifice d'Hydro-Québec. Alors, je suis capable de vous parler de ce qu'est un comité de crise. Et quand je parle de pandémie, moi, je parle d'une crise majeure. Là. Alors, on n'a pas vécu ça souvent. Et ça perdure. C'est encore plus gros que la crise autochtone parce que ça dure depuis plus longtemps. C'est sûrement épuisant. Alors, je voudrais me permettre de regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Et c'est ça qui est le but de ma chronique aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous parler de la méthode Legault. M. Legault a choisi une méthode particulière. On sait très bien que M. Legault a réuni un comité qu'il a choisi lui-même. Ce comité-là se réunissait plusieurs fois par jour, possiblement, se réunissait régulièrement et il a accepté à ce moment-là d'informer la population. Quand on arrive avec une crise majeure comme ça, on se rappellera que dans les CHLD au Québec, hein, les gens mouraient, là, évidemment, épouvantablement. Là. On était tous très inquiets de voir que nos personnes âgées étaient laissées à eux-mêmes. On sait qu'il y en a qui sont même morts de faim, à ce qu'on nous dit, selon une enquête qui s'est faite dernièrement. Et à partir de ce moment-là, le peuple était dans un état de crise lui-même parce que au moment où moi, je regardais ça, puis je voyais mourir tant de monde de nos personnes âgées dans les CHSLD, j'étais comme tout le monde, j'étais très inquiète. D'abord, j'étais inquiète à cause de mon âge, j'étais inquiète à cause de ceux que je connais, j'étais inquiète à cause de ma parenté, hein, qui sont encore dans ce bas monde. Et je me disais, ça va finir où? Hein? Quand j'ai vu qu'à un moment donné, on était obligé au Québec de louer un entrepôt pour mettre les cadavres, là, mettre les personnes qui sont décédées à l'intérieur de ça en attendant qu'on trouve une meilleure solution, bien, vous comprendrez bien que
comme individu, même si je n'avais pas été ministre déjà, même si j'avais été un citoyen plus qu'ordinaire, là, qui ne connaît pas beaucoup de choses dans ce domaine-là, c'est très, très, très inquiétant. Donc, c'est comme ça qu'on est obligé de regarder la situation. Alors, M. Legault a décidé, lui, parce qu'il a pris ça au sérieux. Là. Puis là, je voudrais bien, et je le dis en commençant, là, ce n'est pas une critique du gouvernement ou de M. Legault ou de son gouvernement que je fais. J'essaie d'évaluer de quelle façon on aurait pu s'y prendre. Hein? Et M. Legault a décidé de prendre la pandémie, évidemment, à bras-le-corps, puis de décider de mettre des mesures et de provoquer des mesures pour tâcher qu'on puisse s'en sortir rapidement, facilement, en tout cas plus facilement que si on avait laissé aller les affaires. Donc, la crise était sérieuse et la méthode Legault, ça a été de dire, je vais informer le peuple, je vais aller 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine rencontrer, faire des conférences de presse avec le directeur général de la santé du Québec, M. Arruda, pour tâcher d'informer au moins, parce que c'est bien important que quand moi, citoyen, et nous, citoyens, sommes inquiets, c'est bien important que le premier ministre me parle, me dise comment il va gérer ça. Alors, ça, c'est la méthode Legault. M. Legault a préféré s'associer des gens de son entourage, faire un comité de crise des gens qui connaissaient bien de son entourage. Il a décidé de ne pas, ou à peu près pas, consulter les oppositions. Et il a décidé d'asseoir le directeur de la santé du Québec, hein, M. Arruda, de l'asseoir à côté de lui en conférence de presse. Alors, je vais simuler une conférence de presse que M. Legault tient. Alors, on ouvrait la conférence de presse en souhaitant bonjour à tout le monde. On demandait à M. Legault de dire ce qu'il avait à dire. Après ça, on passait facilement au ministre de la Santé pour écouter ses commentaires. Et si possible, par la suite, on demandait à M. Arruda de presque confirmer. Pour moi, c'est une méthode dangereuse. C'est une méthode dangereuse parce que, d'abord, qui est le patron de M. Arruda? Le patron de M. Arruda, c'est M. Legault. C'est le ministre de la Santé. C'est le gouvernement du Québec. Et c'est un poste, évidemment, quand il arrive le temps de le renouveler, qui a besoin que le gouvernement renouvelle ce poste-là. Par exemple, M. Arruda est en renouvellement de poste. D'ailleurs, il a été renouvelé durant le temps de la pandémie. Alors, quand M. Legault prononçait quelque chose, quand le ministre de la Santé affirmait des choses, M. Arruda n'avait pas le choix de tenir compte de ce que venait dire son patron avant de répondre à une question. Ça, pour moi, c'est une erreur monumentale. M. Legault aurait dû déjà, en partant, dire à M. Arruda, vous tenez vos conférences de presse parce que c'est vous qui êtes gardien de la santé, c'est vous qui faites des recommandations au gouvernement. Alors, vous tenez votre conférence de presse, vous dites ce que vous avez à dire, et nous autres, comme gouvernement, on accepte ou on refuse vos recommandations pour des raisons qu'on est capable d'expliquer. Mais là, M. Legault, évidemment, il était sûr de ne pas se faire contredire par M. Arruda. Là. Tout ce que M. Arruda faisait, c'est qu'il ajoutait des choses que peut-être avaient été oubliées d'être dites à cause de sa spécialité du côté de la santé. Je comprends que M. Legault n'est pas un spécialiste de la santé. Je comprends aussi que M. le ministre de la Santé n'est pas un spécialiste de la santé, nécessairement, mais c'est eux autres qui sont redevables vis-à-vis du peuple pour être capables de bien nous informer, puis dire, voici selon les recommandations. Il y avait 3 recommandations, j'en ai retenu une, puis les 2 autres, et voici les raisons pourquoi je n'ai pas retenu les 2 autres. Alors ça, c'est un fait, là, pour moi, là, j'aurais été mal à l'aise dans ce rôle-là si j'avais été à la place de M. Legault, parce que je suis le patron du directeur de la santé qui doit avoir les mains libres de nous dire qu'est-ce qui se passe en santé. C'est un spécialiste. Puis il y a tout ce qu'il faut pour être en mesure de donner des détails additionnels, mais
est-ce qu'il va contredire son patron, le premier ministre, qui vient de dire quelque chose? Est-ce qu'il va dire, ben moi, là, j'ai fait 3 recommandations, puis je dois vous dire que, d'après moi, M. Legault a pris la moins pire ou la pire des recommandations que j'ai faites. Alors, il ne pouvait pas dire ça. Là. Il était, M. Legault, le premier ministre, l'avait un peu, il l'avait à sa merci d'une certaine façon. C'était difficile pour lui, M. Arruda, de contredire son patron. Ça, c'est la méthode Legault. La méthode Legault faisait en sorte que, évidemment, l'opposition n'était pas dans le coup. Et mettons-nous, à part de ça, dans le vrai parlementarisme. Dans le vrai parlementarisme, là, si vous voyez quelqu'un 100 fois, 200 fois, 300 fois par année venir vous parler dans une situation dramatique, hein, et M. Legault avait tellement le tour de parler aux gens, parce qu'il s'identifiait toujours à ça. Moi aussi, j'en ai une mère, puis j'aimerais bien ça aller voir ma mère. Hein? Alors, qui n'est pas touché par ça? Là? Qui n'a pas ce sentiment-là de dire, hey, ma mère est dans un CHSLD, puis elle est en train de mourir, puis M. Legault est compatissant. Et, ben oui, mais pauvre lui, il ne peut pas faire bien d'autres choses. Tu sais, c'est ça. Alors, quand j'entends, puis je parle avec des gens qui disent, personne n'aura fait mieux que M. Legault, je vais vous dire bien franchement que je suis entièrement d'accord avec ça. Il n'y a pas personne dans les circonstances avec la situation, et ça, je vais être clair. Ce n'est pas de la partisanerie que je fais ici un matin. Là. Je constate des faits. Hein? Personne ne pouvait faire mieux que M. Legault. Ça, c'est certain, parce qu'il a fait le maximum de ce qui lui était permis de faire. On a oublié de se poser une autre question, par exemple. Et c'est cette question-là que je veux poser. Est-ce que quelqu'un aurait pu faire pire? Je pense que oui. Hein? Mais moi, oui. Je pense que non. Il pourra pas. Non, il ne pourra pas faire pire que ça. Ben, on le voit en Alberta, par exemple, là, ils ont fait pire. Non, je parle de ceux qui gouvernent. Là. Je parle des gouvernants. Là. M. Legault, là, lui, il gouvernait. Si ça avait été Mme Amblade, si ça avait été, je ne sais pas moi... Gabriel Nadeau-Dubois ou Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Ça avait été ceux-là, il aurait-tu pu faire pire qu'eux autres? Non. Dans les mêmes circonstances, moi, je pense qu'il n'aurait pas pu faire pire. Parce que y a-tu quoi de plus facile pour un gouvernement de se bâtir une gang alentour de lui pour le conseiller, d'avoir le docteur Arruda à côté de lui qui ne le contredira pas, puis de gouverner par décret. Parce que c'est ça qui se passe, là. Ils ont gouverné par décret. Il n'y a pas un politicien qui ne rêve pas dans sa vie de gouverner par décret. Il n'y a pas besoin de parler à personne. Il prend ses décisions et dit, voici, aujourd'hui, c'est un couvre-feu que je vous impose. Demain, je vous impose une quarantaine. Demain, je décide que les commerces sont fermés. Hey, c'est forcément. Et moi, bon citoyen, je suis là, puis je m'assieds là, puis je me dis, ouais, dans le fond, bien raison, fermer les commerces parce qu'on peut attraper la COVID, puis on a tous peur de ça. Moi, j'aurais préféré, personnellement, pour être plus équitable, qu'on ait assis un comité de crise. Exemple, le comité de crise dans la crise autochtone, là, il y avait des politiciens du gouvernement de M. Bourassa. Il y avait le chef de l'armée canadienne, parce que c'était une crise qui touchait l'armée. Il y avait le directeur général de la Sûreté du Québec qui était là. Puis il y avait 5-6 spécialistes. Et là, quand on sortait de là, après ce comité-là, mis en place, on disait, voici ce que nous pensons de la situation, voici ce que nous souhaitons, voici de la façon avec laquelle on va agir. C'était ça. Et à partir de ce moment-là, on était un petit peu, tu sais, durant la crise autochtone, entre autres, quand le chef de l'armée canadienne nous a dit, oui, on pourrait prendre des mesures drastiques, mais on va faire beaucoup de victimes alentour du pont. Là, il y a des gens qui disaient, ouais, mais ils sont sur le pont, on les donne de sortir de là, sinon on fait tout simplement
on brise le pont, on fait quelque chose. Hein. Il disait, oui, c'est bien beau, mais si on détruit ce pont-là, là, pour tâcher d'en arriver à cette situation-là, ben, ce qui va arriver, c'est pas compliqué. On va faire du ravage alentour, là. On va briser beaucoup d'affaires alentour. Et là, ça changeait notre opinion. Pour ceux qui étaient drastiques, là, pour ceux qui voulaient la méthode forte, l'armée canadienne pouvait arriver et faire bien du ravage. Là. Mais on nous a dit, il y a des honnêtes citoyens qui vont être touchés par ça. Donc, ça nous limitait. Mais si on avait à gouverner, moi, si j'ai à gouverner un peuple demain matin, puis que je suis le seul à prendre les décisions avec mes chums à côté de moi, avec mon conseil des ministres, puis je mets un décret pour être obligé de suivre ça. Il n'y a pas un politicien. Mme Anglade était capable de faire ça. Gabrielle Nadeau-Dubois était capable de faire ça. Et ça a été différent, d'ailleurs. La méthode Trudeau était différente. Je ne vous dis pas que Trudeau est correct non plus. Je ne suis pas en train d'analyser la méthode Trudeau. Là. Je suis en train de vous dire qu'au moins, M. Trudeau, il faisait sa conférence de presse, puis on avait l'impression que après ça, là, la directrice ou le directeur de la santé nationale là, faisait la sienne, sa conférence de presse. On était capable d'évaluer les deux. Puis là, on était capable de dire, est-ce que Trudeau prend la bonne décision? Est-ce qu'il fait bien? Il y a des choses qu'on l'a critiquées là, avec la PCU et un paquet d'autres choses. Là. Mais c'est pour ça que je dis que finalement, la question, ce n'est pas de savoir qui aurait pu faire mieux. Parce que parce que M. Legault a très bien fait les choses. M. Legault a donné le maximum pour que tout se passe bien. Mais de prétendre qu'il est le seul qui pouvait gérer ça, là, de la façon dont il l'a géré, là, je vous dis que n'importe quel chef de parti politique, j'inclus tout le monde, j'ai un petit doute que je vais laisser là, pour Éric Duhaime. Oui. Pour une seule raison, deux raisons, mettons. D'abord, son manque d'expérience en politique, premier point. Et le deuxième point, c'est qu'Éric Duhaime possède dans sa gang, du moins c'est l'apparence qu'il nous donne, les complotistes font partie de cette gang-là. Est-ce qu'il aurait eu les coups d'effrance? En tout cas, je pense qu'Éric Duhaime n'aurait pas été capable de se créer un comité alentour de lui, surtout avec des complotistes à l'intérieur, parce que ça aurait été épouvantable. Alors, est-ce qu'Éric Duhaime aurait pu, cependant, puis c'est pour ça que je mets un bémol dans tout ce que je dis, il aurait pu très bien prendre un paquet de spécialistes de la santé alentour de lui, et puis il aurait été capable de diriger cette crise-là. Il n'aurait pas fait mieux que M. Legault, mais il n'aurait pas fait pire que M. Legault. Alors, pour moi, tous les chefs de parti n'auraient pas fait pire que M. Legault. Et les seules choses que je reproche à M. Legault, c'est justement de ne pas avoir consulté assez souvent l'opposition. Il les a mis au courant à quelques reprises, on l'a dit. Quelques reprises, il les appelait pour leur dire « Voici ce que j'ai décidé, puis ce que je m'apprête à dire aux Québécois. » Ça fait plaisir quand tu es chef de parti d'entendre ça. Tu dis « Hey, il est quand même correct, M. Legault, mais ça ne s'appelle pas décider, ça. Ça s'appelle informer. » Et à partir de ce moment-là, ben, c'est la grosse lacune que je trouve. Et dans un comité de crise comme ça, dans mon temps, là, quand on a eu la crise autochtone, puisque j'y ai fait référence tantôt, on avait quelqu'un qui prenait des notes, qui disait, voici, on a tenu une réunion de 7 h à 9 h ce samedi matin. Et voici les sujets qu'on a discutés, voici ce qui avait tendance. On résumait en fait ce qui s'était passé. Il y avait des écrits là-dessus. Combien de fois on a demandé, ou que l'opposition a demandé, avez-vous des comptes rendus, pourquoi vous ne les rendez pas publics? Hein? Et là, on voyait que tout le monde était un peu assis au bout de sa chaise. Et je voyais M. Arruda, des fois, là, qui clignotait un peu là, dans des conférences de presse. Hein? Parce qu'il disait, avez-vous des comptes rendus? Je pense que ça a fatigué M. Arruda aussi, mais M. Arruda, là, il était aussi, lui aussi, mal placé d'une certaine façon parce qu'il demandait un renouvellement de mandat à M. Legault.
Il pouvait juste clignoter des yeux, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Oui, mais encore là, je crois qu'il a manqué. Exemple sur le dossier de la ventilation dans les écoles. Ou exemple en disant que le masque, c'était pas vraiment bon. Ou que les tests rapides, c'était vraiment pas bon non plus. Fait que, tu sais, il n'a pas vraiment été de la solution à certains niveaux. Bon, ben, je vais répondre à votre question. Moi. Je vais répondre à votre question. Ça s'est discuté sûrement, ça, dans ce comité-là. M. Arruda faisait ce comité-là. Moi, je pense que le premier ministre du Québec, on a vu jusqu'à quel point ils ont été réticents, ils ont été réticents à se prononcer là-dessus souvent. Là. Je pense que le gouvernement a dû dire, et je pense qu'on n'a pas les moyens pour l'instant de se lancer dans une opération semblable à ça. On a des fonds à dépenser, puis il faut les dépenser bien plus pour sauver du monde que pour essayer de rajouter des choses. Et M. Arruda étant là, quand il se faisait poser, ouais, mais ça serait-tu important? Mais il disait, ben non, ça pourrait retarder. Il ne pouvait pas, là, il était associé directement. Là. Autrement, Legault l'aurait regardé de travers. Là. Je suis sûr de ça, puis le ministre de la Santé aussi. Exemple, l'histoire des masques. Rappelons-nous ce qu'Arruda a fait quand on a parlé des masques. Ce n'était pas la solution. Il a trouvé une raison pour dire que ce n'était pas la solution. La raison n'était pas bien forte, selon moi, puis les journalistes n'ont pas creusé longtemps quand ils ont posé la question. D'ailleurs, les journalistes sont d'une faiblesse monumentale au Québec, là. Avec tout ce que j'ai entendu. Là. Et quand on lui a dit, ouais, mais pourquoi que le masque n'est pas utile? Ben, c'est parce que le monde ne fera plus attention. Ils vont penser qu'avec le masque, ils ont tout réglé, ils se nettoieront plus les mains, puis quoi que ce soit. Mais M. Arruda avait entendu le premier ministre Legault, ça, je mettrais presque ma main au feu, avait entendu le premier ministre Legault lui dire, des masques, on n'en aura pas pour tout le monde. On est en pénurie de masques. Donc, s'il y avait eu des représentants de l'opposition, il pourra dire aujourd'hui, vous avez été négligent au ministère de la Santé parce que vous n'avez même pas prévu avoir le matériel ce qu'il faut pour que vos gens soient bien protégés. Mais là, personne ne peut dire ça. Mais on apprend plus tard, alors que M. Arruda passe pour un bouffon, d'une certaine façon, lui, parce que là, il est en train de nous dire que le masque est important et il est nécessaire. Mais il n'est pas un bouffon, M. Arruda. C'est quand le gouvernement a dit on a assez de masse, là, on peut leur faire l'air, il l'a fait. Et c'est cette proximité-là du directeur de la santé avec les élus du peuple, en ignorant qu'il y a une opposition qui aurait pu être mêlée à ça, qui aurait pu emmener, concourir à ça. C'est cette proximité-là qui est dommageable à mon point de vue. Et c'est pour ça que après la demande répétée ad nauseam de bien du monde au Québec, pas rien que de l'opposition, de bien du monde qui demande d'avoir une enquête publique, là. On ne veut pas en avoir une enquête publique. Mais je pense que c'est inévitable, ça va finir par en avoir une enquête publique. Et c'est là qu'on va apprendre des choses qui sont peut-être pas, ou qui se sont passées, puis que c'était pas souhaitable que ça se passe. Oui, parce que là, on parle de rapports dans les CHSLD qui ont disparu ou qui ne sont pas retrouvables, et puis que là, personne ne le sait, mais qu'il y a plein d'enquêtes en cours, mais personne ne se relie ou se contredit, ou c'est des petites parties analysées. Et là, ben, on voit ce que l'imbroglio que ça a, là. Mme McCann, qui est la ministre de la Santé, a dit qu'elle n'a pas eu le rapport, alors que d'autres disent que oui, il y avait un rapport qui a été fait. Puis que ça ne s'est pas rendu ou ça s'est rendu. Et là, plein de monde contredisent Mme McCann. Et c'est tellement vrai que M. le Premier ministre était mal à l'aise avec cette situation-là. C'est une autre question qu'on pourrait poser, ça. Pourquoi a-t-il changé son ministre de la Santé en cours de route? Bien, je suis contente parce que je suis satisfaite de M. Dubé. Je trouve que côté ministre de la Santé, c'est un des meilleurs qu'on a eu. Oui, c'est un des meilleurs qu'on a eu, mais je ne sais pas s'il avait été là au début, s'il aurait été de la même façon. Parce que là, il voyait que Mme McCann avait certaines difficultés, puis tout ça, puis on a changé d'orientation. À un moment donné, on s'est orienté autrement. Parce que pauvre Mme McCann a été laissée à elle-même aussi, là. Puis il y a évidemment la ministre des Aînés aussi, qui a été Mme Blais. Et c'est pour ça que je dis que ça a manqué de transparence.
Alors, oui, je répète, là, puis je veux être bien entendu par tout le monde. M. Legault, il n'y a pas personne qui aurait fait mieux que M. Legault, mais ce qui m'amène à dire que personne n'aurait pu faire pire de M. Legault avec la même situation, avec la même décision de se bâtir une équipe à lui, des gens qui sont près de lui, puis de prendre des décisions, puis de procéder comme ça. Et à partir du moment où on a tous peur de ça, de la COVID, là, moi, le premier, j'ai eu peur autant que les autres, à mon âge, là. Hein, je n'ai pas connu personne au Québec qui n'a pas eu peur de ça, à part que les complotistes, là, puis c'est une poignée de monde. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment eu peur là, d'y passer parce que je les voyais mourir. Bon, est-ce qu'ils sont morts réellement de ça? Moi, je pense que oui, ça a été tout mêlé à ça, tout pris pour compte. C'est vrai qu'on a été dépassé, là. Mais le système de la santé est fragile. Il n'est pas fragile depuis aujourd'hui, là. Mais moi, je peux vous dire, quand j'ai siégé, que le système de santé a été fragilisé dans le temps où on a mis en place le rapport Rochon. Ça, c'est dans le temps du premier ministre péquiste, là, où il y a eu conjointement de beaucoup d'infirmières, de beaucoup de personnel de la santé, quand il y avait eu la grand-messe avec Lucien Bouchard, avec les syndicats, là. Et là, le système de santé a commencé à être fragilisé d'une certaine façon. Encore là, je ne dis pas que ce n'était pas avec raison, parce qu'il y avait des limites à ça. Hein. Il y a des limites à toujours mettre de l'argent, puis ça ne produit rien. Mais même depuis ce temps-là, alors qu'on a essayé de faire un grand ménage, puis même aujourd'hui, avec ce qu'on fait un grand ménage, le système de la santé, on passe notre temps à mettre de l'argent là-dedans, puis il est de moins en moins performant. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça serait quoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que tout le monde nous dit c'est pas avec de l'argent qu'on va régler le problème. Là, on nous dit c'est avec les horaires, là, puis tout ça, d'avoir de la facilité, là, puis d'arrêter d'imposer au monde de ne pas avoir de vacances, puis ci, puis ça. Je ne sais pas. C'est une grosse bête. Là. Moi, je pense personnellement qu'on devrait avoir un système peut-être un peu mixte, d'une certaine façon. Mais est-ce que ça sera mieux? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Il y a une chose qui est certaine, c'est jusqu'où on va mettre des milliards puis que le système est en train de craquer comme il est là. Ça ne pourra pas continuer encore bien longtemps. Ce n'est pas en rajoutant 3 milliards, 4 milliards qu'on va améliorer le système. Là. Il est en train de se gangrener par l'intérieur. Là. Alors ça, c'est un autre débat qui va être difficile. Un autre débat qui va être assez important à faire parce que faut pas finir par tout mettre nos œufs dans ce panier-là, puis il ne restera plus rien ailleurs, là, parce que tantôt, on va avoir beaucoup de déficits à éponger au point de vue global. Et c'est sûr que les personnes âgées qui sont décédées ne paieront pas pour ça, que les personnes qui sont rendues en haut de 60 ans, il y en a pour le moins longtemps à payer que les autres. Mais il ne faudra pas trop hypothéquer l'avenir de nos petits Québécois et Québécoises pour tâcher qu'il y ait juste de quoi payer et qu'il n'y ait rien en retour. Oui, puis c'est un petit peu la situation au niveau de la gestion de la pandémie avec Trudeau. On a parlé dans le bye-bye l'année passée où dans 100 ans, les jeunes allaient encore payer les frais de la pandémie. Oui. Est-ce qu'on peut faire un mot sur la politique fédérale? Selon vous, comment Trudeau a géré ça? La politique fédérale n'avait pas bien le choix d'agir comme ça non plus, puis ça n'a pas été parfait de le faire. Là. Puis ils ont retardé dans certains domaines à fermer les frontières, puis des choses comme ça. Donc, il n'y a rien de parfait. Là. Encore là, je suis persuadé qu'au fédéral, n'importe quel gouvernement aurait pu agir comme Trudeau, puis il n'aurait pas fait pire, ni moins pire, ni mieux. Ça aurait été égal. Il n'y avait plus de transparent du côté du gouvernement fédéral. Moi, du côté des finances publiques, ça m'inquiète moins. Ça m'inquiète moins parce que les finances publiques, ça, quand on dépense trop, il y a un danger parce qu'il y a une population qui est appelée à se priver pour être en mesure de payer les dettes. La pandémie a de ça, comment je dirais, de bon dans le fond sur l'endettement du monde, c'est que c'est tout le monde qui est endetté. C'est l'univers qui est endetté. D'abord, ceux qui avaient tous les moyens, là, ben, ils ont été obligés de s'endetter pour régler des problèmes de pandémie. Puis les provinces pauvres et des pays pauvres, évidemment, eux autres,
il n'y avait pas les moyens, mais qu'est-ce qu'on fait? On partage, on leur envoie des vaccins, on leur envoie des masques, on leur envoie des choses. Alors, autrement dit, ce n'est pas juste un continent qui s'est appauvri, ce n'est pas juste un coin de pays qui s'est appauvri, c'est le monde s'est appauvri en entier. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose? Est-ce que ça va changer? Ça va nous permettre plus de temps avant de revoir le bout du tunnel, de voir des choses intéressantes. Il y a une chose, c'est que le monde entier s'est appauvri comme État. Là. Il va toujours avoir des riches, là, ça, c'est même dans des pays démocratiques comme ça, il y a des riches, il y a des revenus moyens, puis il y a d'autres qui sont pauvres. Mais au moins au point de vue État comme tel, capacité de dépenser, capacité d'administrer, capacité d'aller un petit peu plus loin, mais c'est le monde en entier qui est affecté par la pandémie. C'est juste ça qu'on peut trouver de bon avec la pandémie, c'est que ça a touché tout le monde au lieu de toucher un coin de pays. Mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Non, 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 c'est pas drôle, certain. Mais c'est les problèmes engendrés aussi. Comme là, on avait investi beaucoup, on pensait qu'on allait mieux. Là, Omicron arrive, la courbe est exponentielle, il y a une très grande hausse. On commence à y aller avec d'autres dépenses de pandémie, d'autres vaccins maintenant, d'autres ci, d'autres ça. À un moment donné, l'inflation touche aussi chacun des citoyens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ah, bien sûr, c'est des taux d'intérêt qui m'inquiètent le plus. Là. Parce qu'on sait comme n'importe quoi, là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont achetés des maisons au Québec, là, comme partout ailleurs, au Canada ou ailleurs. Et ces gens-là ont des dettes. Et la journée où les taux d'intérêt vont grimper, là, comme on a connu en 1981, 82, dans ce moment-là, la journée où les gens vont être obligés de composer avec ça, là, il va y avoir bien sûr un problème parce que là, ça va être là qu'il va être des moments difficiles à passer. J'espère qu'ils vont trouver une méthode de contrôler un peu l'histoire des taux d'intérêt. Les gouvernements sont capables. Évidemment, les gouvernements nous ont prouvé à date qu'ils étaient capables de faire à peu près n'importe quoi. Tu sais, quand tu es rendu que tu es capable d'injecter de l'argent dans les commerces parce qu'ils sont en train de crever, des choses comme ça. Bien, les gouvernements peuvent beaucoup, mais en autant que ça reste à travers tout le monde, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait une couple de pays qui se sortent la tête de l'eau, puis les autres sont en train de se noyer. Là. Mais moi, je pense que ça va être comme ça. Il y a une chose qui est sûre, cependant, c'est que c'est pas terminé encore. Hein? C'est pas terminé. Jusqu'où ça va nous conduire. Ça va avoir des répercussions sur bien des domaines. Là. Ça a des répercussions. Présentement, là, on est les seuls à travers l'univers qui a un couvre-feu là, au Québec. Là. Il y a ça aussi. Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que le couvre-feu, est-ce que le couvre-feu vient vraiment aider à corriger les effets de la pandémie? Je ne sais pas, mais on ne me l'a pas démontré. Ben non, puis surtout que tous les commerces sont fermés. Fait que tu vas où? C'est ça. Ça fait que c'est encore une autre affaire. Mais c'est encore une décision d'un décret de gouvernement. Le gouvernement a passé le décret, puis tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Même hier, un dimanche, j'avais voulu aller à mon supermarché. Le gouvernement avait décidé par décret, non, il est fermé. Alors, c'est ça qui, pour moi, n'est pas nécessairement la meilleure décision de M. Legault de ne pas s'être fait un comité plus élargi. Mais encore une fois, là, je ne veux pas jeter de pierre à M. Legault. Je ne veux pas être assis dans son siège. Je ne veux pas être à sa place. Je ne veux pas être des nuits sans dormir parce que c'est préoccupant, la situation. Mais de grâce, faisons pas de nos politiciens des martyrs de la situation. Là. Ils l'ont voulu, cette situation-là. Ils n'ont pas voulu la pandémie. Mais ça faisait longtemps que M. Legault aspirait au pouvoir. Mais il ne peut pas avoir des bons côtés, il y a des mauvais côtés aussi. Mais tout ça pour dire que oui, je pense bien qu'il s'est comporté comme il faut, puis il a pris ses responsabilités. Est-ce qu'il les a pris comme il aurait dû les prendre? Est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs? Oui, il a fait des erreurs. Est-ce que d'autres auraient fait des erreurs? Oui, d'autres auraient fait des erreurs. Est-ce que d'autres auraient fait des bons coups? Oui, d'autres auraient fait des bons coups comme lui. Mais moi, j'en ai contre le fait qu'on n'ira pas s'écraser
à genoux, à quatre pattes, les mains jointes, en bénissant, puis en invoquant le nom de nos politiciens pour demander de prier pour nous. Là. Yvon Picotte, merci infiniment. Trop fort. Merci beaucoup. Je m'en ai dit à la semaine prochaine, mais c'est au mois prochain. Oui. Ça va sûrement faire réagir du monde. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas gros qui ont vu ça de même, là, dans le fond, puis les journalistes n'ont pas vraiment été bien forts pour eux. Les journalistes, dans le temps de la pandémie, là, je vais te dire. Les questions n'étaient pas vraiment. Ça répétait souvent les mêmes questions, ça n'allait pas en profondeur. Les politiciens avaient répondu aux réponses, puis là, ça posait une question à ça a eu une bonne affaire, à mon point de vue, c'est que ça a démystifié le fait que les journalistes, c'est des super, là. Parce que, tu sais, du monde qui nous disait, moi, j'ai rencontré du monde, qui disait, ils sont donc bien câbles, ils sont donc bien. As-tu vu les questions insignifiantes? Moi, je le savais depuis longtemps. Merci, mon Picotte. Bonjour, à la prochaine.